Soyez la bienvenue, David Rigoulet-Rose. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, Ulrich Bouna qui nous accompagne, analyste géopolitique spécialiste d'Europe centrale et orientale. D'abord, David Rigoulet-Rose, sur Kherson, on est encore une fois dans la vengeance de Poutine. J'ai quitté cette ville, mais je vais la détruire jusqu'au bout. Ah oui, bah c'est un message clair destiné aux Ukrainiens. Il fallait pas se faire d'illusions, hein, de toute façon. L'idée, c'était que les Russes évacuent effectivement Kherson, mais qu'ils allaient laisser une table rase. Hein. En russe, ça remonte à 1812. C'est la politika Visienoi Zemli, c'est-à-dire la politique de la terre brûlée, pour qu'il reste rien. D'ailleurs, avant même, au moment de l'évacuation des Russes, ils avaient démonté les équipements des hôpitaux, ils avaient miné les installations, les adductions d'eau, etc. Donc, c'est pas une surprise. Là, simplement, ils passent un seuil puisqu'ils visent spécifiquement des quartiers avec des civils. Donc, effectivement, c'est une manière de dire, de toute façon, vous allez être scotché sur la rive droite du Dniepr. Ne pensez même pas à passer de l'autre côté. Quand on vise délibérément, en tout cas, on verra comment c'est fait, mais en tout cas, dans les faits, c'est ce qui s'est passé, des immeubles résidentiels, on est dans le crime de guerre total. Ah, on est dans le crime de guerre, oui, c'est la définition. D'ailleurs, pas seulement quand on vise des civils ou des immeubles habités par des civils, mais quand on frappe des installations civiles qui sont utiles à la population. Donc là, on est effectivement dans le crime de guerre, mais on y est pratiquement depuis le début de cette guerre. En ce qui concerne Kherson, c'est quand même une perte de face pour la Russie, pour Poutine, d'avoir perdu la première ville qui a été occupée et en plus annexée dans des conditions assez surréalistes. Ils ont dû fuir, mais évidemment, aujourd'hui, la vengeance est terrible, encore plus que dans les autres villes où, de toute façon, cette stratégie de frappe multiple se poursuit. Il y a une stratégie en deux temps de la part de Poutine. On n'a pas pu garder cette ville, on l'a quittée, mais du coup, on va faire que les habitants vont tous partir parce que la vie est impossible, parce qu'on la pilonne régulièrement, et finalement, pourquoi pas y revenir un jour? Je ne sais pas si les Russes envisagent d'y revenir un jour, mais très clairement, il y a une volonté de faire payer la population civile. Et en fait, c'est un schéma qu'on voit se reproduire en fait sur toutes les villes qui sont proches du front. On a vu ça à Kharkiv pendant des mois, on a vu ça à Mykolaïv pendant des mois. Et donc là, finalement, comme le front s'est légèrement déplacé, effectivement, l'une des plus grandes villes à portée de tir de ces lance-roquettes multiples ou même de l'artillerie, c'est effectivement la ville de Kherson. Donc c'est une façon, en fait, mais c'est une stratégie éprouvée depuis le début de la guerre, de pilonner massivement les villes les plus proches de la zone de contact, la ligne de front, pour rendre effectivement la vie impossible pour les civils et vider en fait ces territoires de leur population. Vladimir Poutine n'avait pas parlé depuis maintenant plusieurs jours. Il a, et on va commenter cette image à 11h30, rencontré des femmes, des mères de soldats et femmes d'époux qui sont aussi engagés sur le front. À cette occasion, il a dit « La Russie ira au bout de ses objectifs ». Pure communication, rappel de propagande, d'objectifs. Cette phrase « Nous irons au bout ». Il peut pas dire le contraire de toute façon parce que sinon ce serait se désavouer lui-même. Mais incontestablement, il est sur le temps long maintenant. Il a intégré comme variable le fait que c'était plus une simple opération militaire spéciale, même si la qualification a pas été changée, avec l'idée il va engranger entre guillemets les gains de la mobilisation, même s'il est un peu chaotique. On l'a vu justement, les gains en ressources humaines et reconstitution éventuellement de stock au bout de quelques mois. Donc il pense que le temps joue pour lui, à tort ou à raison, mais effectivement que la situation lui sera plus favorable d'ici quelques mois, et notamment parce qu'il y aura des effets de seuil par rapport dans les combats qui pour l'instant vont être limités potentiellement par l'hiver, mais en tout cas il ne pense pas qu'il est dans une impasse. Hiver terrible, hein, les températures négatives, on commence à être dans des moins 10 degrés dans certaines zones en Ukraine. C'est une bonne question. Est-ce que le temps joue en la faveur de Poutine? C'est difficile à dire parce que il y a un problème de munitions des deux côtés, mais visiblement, il y a les armes sophistiquées fournies par l'Occident pour les Ukrainiens, mais c'est pareil, les stocks s'épuisent également dans tous les pays. Du côté russe aussi, ils ont acheté des drones iraniens, ils ont acheté probablement des missiles aux Nord-Coréens, mais ils ont encore la capacité d'en fabriquer. Ils ont la capacité également de mobiliser davantage. La première mobilisation de 300 000 hommes est terminée. On parle d'une nouvelle en janvier. Enfin, c'est ce qui se dit effectivement à Moscou. Donc, c'est en tout cas le calcul qu'il fait. Il ne peut pas être dans une logique d'échec. Donc, de toute façon, il est obligé d'affirmer ça. Maintenant, ce qui est intéressant sur tous les objectifs, personne ne connaît les objectifs, parce qu'ils ont changé à chaque fois. Donc, on peut supposer qu'il y a des invariances, c'est-à-dire le maintien évidemment de la Crimée, probablement le Donbass, y compris Mariupol. Pour le reste, en réalité, on n'en sait rien et c'est lui qui sera en mesure, à un moment donné, de fixer les objectifs. Le temps long, est-ce que c'est aussi la lassitude, et la lassitude même diplomatique, où à un moment on s'est dit il faut sortir de tout cela? Oui, effectivement, je pense que dans ce temps long-là, effectivement, au-delà de l'aspect purement intrinsèque à la Russie, effectivement, je pense que le Kremlin compte effectivement sur la lassitude des Occidentaux, compte aussi sur le fait que avec
les problèmes énergétiques, enfin le renchérissement de la vie, etc. Et effectivement, et aussi le fait que enfin, il y a une volonté, on le sent bien par moment un petit peu de proposer des négociations, d'essayer de geler le front qui viennent d'un peu partout. Donc effectivement, je pense que le Kremlin semble persuadé en tous les cas qu'il a une détermination beaucoup plus forte que celle des Occidentaux. Mais c'est un calcul qu'on a vu en fait depuis des années. En fait, déjà en 2014-2015, le Kremlin était absolument convaincu qu'il n'aurait jamais de sanctions, que ces sanctions seraient levées assez rapidement. Donc il y a probablement aussi une erreur de calcul, je pense, stratégique globalement au niveau russe d'estimer qu'il sera toujours sur le temps long plus déterminé et plus convaincu de sa victoire que les Occidentaux. Il y a aussi, Vladimir Poutine hier est revenu sur cette résolution européenne qui disait de la Russie qu'elle était un État promoteur du terrorisme. Vladimir Poutine a condamné évidemment cette déclaration de l'Union européenne. Est-ce que le fait de reprendre ce mot qui était celui de Zelensky, qui était très attendu, change quelque chose? Question ouverte. Écoutez, moi, je suis un peu sceptique sur cette formule-là. Je ne vois pas d'ailleurs ce qu'elle apporte réellement. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une guerre d'agression. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des crimes de guerre. Les deux sont très graves. Il y a peut-être des crimes contre l'humanité, mais cette idée d'État terroriste ou soutenant le terrorisme qui a été utilisé pour d'autres, par exemple, on a eu le cas de Daesh ou de certains pays, je ne vois pas ce qu'au-delà du symbole et d'une certaine inflation sémantique, cela importe. Ça n'apporte pas le dialogue, en tout cas. Non, mais d'autant plus, pour rejoindre ce que vous disiez, c'est qu'au niveau du droit international, il n'y a pas de qualification circonstanciée de la terminologie de qu'est-ce que le terrorisme. On a toujours justement cherché vainement à donner une définition. Donc, on est dans une logique plutôt d'affichage, effectivement. En revanche, c'est beaucoup plus facile de caractériser des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité, éventuellement. Mais parce que là, c'est beaucoup plus cadré dans le droit international. Donc, il y a une dimension symbolique, politique, mais finalement qui apporte pas forcément quelque chose, y compris dans la perspective d'une dynamique on va dire, transactionnelle de discussion avec Moscou pour parvenir à un règlement. Donc, c'est vrai que ce type de formulation n'est pas forcément, on va dire, adapté à la situation. Comment expliquer que le Parlement européen ait repris ces terminologies cette semaine pour la première fois? Je pense que c'est en partie, enfin, il y a eu le Parlement européen, mais il y a eu d'autres parlements, notamment en Europe centrale, qui l'ont fait avant. Je pense que c'est une façon de montrer en fait le soutien à l'Ukraine et de rappeler un petit peu qui est responsable de ce conflit et de ces crimes de guerre, etc. Mais après, effectivement, enfin, je rejoins complètement ce qui a été dit avant, c'est-à-dire qu'on est, à mon sens, plus sur une posture symbolique, effectivement, de rappeler et de rejeter la responsabilité de cette guerre sur le Kremlin et la Russie, mais plus globalement, effectivement, ça ne va pas changer grand-chose, d'autant plus que, me semble-t-il, dans cette résolution du Parlement européen, justement, au-delà de cette demande d'affichage, il y avait une demande à la Commission de, justement, puisqu'on décide d'attribuer ce label à la Russie, proposez-nous quelque chose en termes de sanctions. Donc on voit bien qu'effectivement, d'un point de vue politique derrière, au-delà de l'affichage symbolique qui, je pense, fait plaisir aux Ukrainiens, enfin, ça montre qu'on les soutient, mais effectivement, il ne faut pas en attendre non plus de changements bouleversants en termes diplomatiques. Merci beaucoup pour toutes ces explications.